Comment autant de pays ont pu enfreindre autant la liberté d'aller et venir, enfreindre autant, mettre en place des couvre-feux, mettre en place le port du masque, mettre en place des fermetures administratives, etc. Pourquoi on fait comme le voisin? Est-ce que si le voisin saute par la fenêtre, on saute par la fenêtre? Bon, non, pas forcément. Aujourd'hui, on est dans une crise où on ne peut pas penser différemment. Il ne faut pas penser différemment du courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute liberté un peu clignotée, on ne la retrouve jamais véritablement complètement. Ce qu'il faut retenir aussi de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui se battent, qui ont des causes incroyables et qui essayent justement de résister à cette espèce de tsunami juridique qui atteint tout le monde entier. Bonjour maître Clarisse Sand. Bonjour. Alors vous êtes avocate au barreau de Paris depuis une quinzaine d'années. Vous avez fondé votre propre cabinet en 2012, un cabinet qui est dédié au contentieux administratif, au contentieux fiscal et au droit pénal, fiscal et financier. Alors depuis le début de cette crise, vous avez pris plusieurs initiatives pour défendre les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Vous avez notamment créé avec deux autres avocats la plateforme Click on Requête, donc qui permet de fournir à des personnes physiques ou morales un argumentaire juridique dans le cadre d'actions judiciaires de contentieux de masse en fait, pour contester les mesures qui ont été prises dans le cadre de cette crise sanitaire. Vous avez aussi déposé des recours devant le Conseil d'État avec vos confrères au nom de restaurateurs, de patrons de discothèques, de patrons de salles de sport ou voire même de particuliers. Est-ce que vous pouvez revenir dans un premier temps sur vos actions juridiques depuis le début de la crise sanitaire et nous dire quelles atteintes aux libertés fondamentales vous avez pu constater? Alors merci de me donner cette parole qui permet à vos lecteurs, ou en tout cas aux auditeurs, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le milieu juridique sur cette crise sanitaire. Alors là, effectivement, on est à un an. On a un an de recul, donc je vais pouvoir effectivement vous faire un petit rétro-pédaler et prendre le rétroviseur de cette année qui est historique d'un point de vue juridique autant qu'elle l'est d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Et pourquoi ? Tout simplement parce que l'évolution des recours, il n'y en a pas vraiment. D'un point de vue, en tout cas, la réponse administrative, qui est une réponse administrative aujourd'hui, parce que la plupart des recours qu'il y a eu sur l'année dernière ont été des recours qui ont été pris devant les juridictions administratives, ce qui est naturel, tout simplement parce qu'on attaque une loi ou un acte réglementaire, donc un acte qui émane d'une autorité administrative, de sorte que ça va naturellement devant cette juridiction. Et ce qui est assez rare, puisque dans d'autres pays de l'Union européenne, il n'y a pas cette bipolarité, entre guillemets, des juridictions administratives et des juridictions judiciaires, ça n'existe pas, c'est assez rare. Nous, en France, on a cette spécificité que toutes les normes vont devant cette juridiction administrative. Et quand on s'attaque effectivement à des dispositions qui sont, elles, prises dans le cadre des lois d'état d'urgence, on va devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a pris 800 décisions à peu près, je crois, je ne suis pas après tout à fait précise. On a été dans les premiers effectivement à envoyer des recours très importants sur les problématiques de liberté économique, parce que c'est ce qui était de plus visible au départ. C'est-à-dire la fermeture administrative, ça a été extrêmement violent pour, vous évoquez les restaurateurs, les discothèques, donc c'était tout de suite 13 mars, 14 mars, c'était terminé, rideau. Donc l'atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre, tout ça, elle a été immédiate. Ce qui est assez... et après, on est arrivé sur des libertés plus individuelles. Donc il y a eu des gens qui n'ont pas supporté d'être confinés, d'avoir le couvre-feu, de porter un masque. Donc des libertés qui sont des problématiques d'intégrité physique, de vie privée. Donc quand vous me dites si je peux lister tout ce qui s'est passé en l'espace d'un an sur toutes les atteintes aux libertés, toutes les libertés ont été atteintes aujourd'hui, toutes, n'importe lesquelles. Je peux vous citer celles qui sont prévues dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme, celles que la France a signées en tant que débiteur des traités internationaux et européens, toutes ont été aujourd'hui entravées et atteintes. La question est, est-ce que c'est proportionné? C'est toujours ça, la question fondamentale, et qui doit normalement faire l'objet d'un vrai débat devant les juridictions, c'est est-ce que véritablement la décision qui a été prise est proportionnée à l'objectif qui était en face, celui de protéger les gens d'un péril grave constitué par la crise sanitaire.
Il n'y a pas eu d'évolution, pourquoi? Que ce soit sur les libertés économiques, les libertés individuelles, on a eu aussi des libertés de culte, qui est aussi une problématique de liberté individuelle. Pourquoi ça n'a pas évolué? Parce que on est dans un mur, c'est-à-dire que vous avez l'objectif de la santé publique qui, quelle que soit la situation épidémiologique, reste constant. Donc est opposé toujours, donc chaque personne qui voit sa liberté atteinte se voit opposer un objectif de santé publique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le Conseil d'État continue jusqu'à la semaine dernière, pour justifier de la proportionnalité d'une mesure, à évoquer une situation épidémiologique. Alors, vous allez me dire, elle est différente de jour en jour, mais pour lui, ça se justifie toujours cet objectif, de sorte qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, mais pour autant, vous allez me dire, la juridiction administrative n'est pas un conseil scientifique, voilà, n'est pas expert scientifique. Donc comment fait-on? Ben, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas bougé d'un iota, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le Conseil d'État se réfugie derrière les éléments scientifiques sans vouloir les discuter dans son enceinte. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, on se dit, on est à 1 an et on n'a toujours pas dépassé ce stade de se dire, on va prendre une autre direction et on va peut-être juger la disproportion ou la proportion, peu importe, en fonction de toutes les études d'impact qu'il y a pu y avoir dans différents domaines. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le masque pour les enfants. Le masque pour les enfants, il y a 1 an d'études de la société civile, des paroles de pédopsychiatres, des paroles de parents, qui sont quand même les mieux à même de savoir si le bien-être de leur enfant a été atteint, des paroles de médecins, des paroles d'épidémiologistes qui sont dissonants avec l'obligation du port du masque. On peut se dire, on a quand même 1 an de recul, donc maintenant on peut peut-être rejuger ce qu'on avait considéré comme qui est pertinent au début de la crise, c'est-à-dire effectivement au mois d'octobre on va masquer tous les enfants. Et là, aujourd'hui, on reçoit un mémoire en défense du Conseil d'État, puisqu'on est allé faire un recours sur ce sujet, qui nous dit, l'OMS a indiqué qu'il y avait une crise sanitaire grave en mars 2020, et donc on considère et avait considéré que la nécessité de porter les masques pour les enfants était importante, donc c'est important, et donc il faut rester avec ces masques. C'est-à-dire que toute l'étude d'impact, elle n'a pas été faite, on démontre qu'elle n'a pas été faite par l'autorité administrative, mais on ne veut pas, on refuse ce débat. Donc quand vous êtes arrivé là, c'est-à-dire quand vous avancez des éléments de droit, et qu'on ne veut pas les prendre en compte, ou qu'on se réfugie derrière une parole scientifique, vous vous retrouvez finalement à ne plus faire de droit, et à ne plus vraiment se retrouver dans une situation de légitimité juridique par rapport à ce que donnent les décisions aujourd'hui la juridiction administrative. Il y a un autre pendant qui n'a pas été trop exploré pendant la crise, qui est de discuter de tout ça devant les juridictions judiciaires un jour. Alors il y a eu des avocats qui ont fait, je ne parle pas forcément d'action pénale, puisque pour moi je trouve qu'on va trop loin, et puis je pense que ce serait très compliqué de démontrer un lien de causalité, un préjudice, un élément matériel, un élément intentionnel, enfin tout ce qui fait la matière pénale dans une crise comme le Covid. Enfin, je pense qu'il faut un peu regarder en arrière et voir les affaires du sang contaminé, voilà, de la vache folle. Enfin, ce sont des procès qui sont titanesques, et je ne sais pas si on pourra faire ce procès-là sur le Covid-19. En tout état de cause, il faudra se poser des questions, et ça viendra, je pense, devant la juridiction civile assez rapidement sur les problématiques indemnitaires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Mais aujourd'hui, c'est trop frais, les libertés, elles sont atteintes, elles sont clairement indiquées par le Conseil d'État, puisqu'on a réussi à lui faire écrire récemment. Mais le fait de considérer que c'est toujours proportionnel empêche de restaurer la liberté de chacun. Donc au niveau national, c'est très compliqué. Et la France est très dure par rapport à d'autres pays. On a pu voir avec l'Allemagne où il y a eu des bonnes décisions, en Autriche aussi. En Bosnie-Herzégovine aussi, on n'en parle pas, mais il y a eu très très belle décision du Conseil constitutionnel là-bas, bosniaque. Donc on est dans une situation où nous avons des réponses politiques et non pas des réponses strictement juridiques. Alors sur le rôle du Conseil d'État que vous évoquez, est-ce que pour vous cette crise sanitaire met aussi en lumière peut-être un problème de séparation des pouvoirs du Conseil d'État, puis on a aussi finalement le rôle du Parlement aussi qui a été beaucoup discuté. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir exécutif aussi impose ses volontés et qu'il y a un vrai problème de séparation des pouvoirs aujourd'hui?
Je pense pas que ce soit un problème qui n'existait pas auparavant. Je pense qu'il a été, exacerbé par la crise sanitaire. Bien évidemment qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs, il est criant, et je vais vous donner deux, trois petites anecdotes assez amusantes, notamment dans la tenue des audiences, et comment se passent les audiences devant un Conseil d'État, et qui peut laisser un peu pantois, qui ne se passerait jamais devant une juridiction judiciaire. Oui, il y a un problème de séparation des pouvoirs qui n'est pas nouveau. Et qui aujourd'hui passe très très mal, mais aussi il ne faut pas oublier le fait que le patron du Conseil d'État, c'est le Premier ministre. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on se rend compte que la juridiction administrative est arrivée ne peut pas tant défendre la liberté que ça. C'est-à-dire qu'on a créé les référés liberté avec beaucoup d'enthousiasme, et on a considéré que le Conseil d'État serait un garde-fou à une atteinte aux libertés. Finalement, non, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, ce n'est que factuel. Il n'y a pas de jugement à apporter là-dedans. C'est que dans les plus 600 ordonnances ou 800 ordonnances, je ne sais plus combien, mais en tout cas un certain nombre, qui ont été publiées ou pas d'ailleurs par le Conseil d'État, on se rend compte que la plupart ont été rejetées. Il y a deux décisions très importantes sur les cultes. Au moment l'année dernière où finalement ils ont revu la jauge à 30 personnes. Et les parcs et jardins, le culte, il y avait un intérêt politique à le faire. Je pense que c'est des fêtes qui étaient importantes à ce moment-là. Sur les parcs et jardins, c'est anecdotique. Donc en fait, les très très grandes décisions, les discussions lourdes sont toujours rejetées. Et on a toujours ce paravent sanitaire qui est bien utile. Alors, en quoi il n'y a plus de séparation des pouvoirs d'un point de vue très pratique? Anecdotiquement, quand on a eu l'année dernière les premiers dossiers pour les restaurateurs, on était à la fin du déconfinement et il y avait, vous savez, le monsieur Édouard Philippe, donc qui était Premier ministre à l'époque, qui devait faire l'annonce des zones vertes, orange ou je ne sais plus quoi, pour essayer de voir quelles étaient les zones régionalisées qui seraient ouvertes, terrasse ou pas terrasse, etc. Et nous, on était en plein dans l'instruction du dossier. Et on passe en audience et on a le gouvernement en face de nous. Et il s'avère que normalement, quand vous passez à l'audience au Conseil d'État, l'instruction est close. Donc on a échangé ensemble, donc il n'y a pas lieu à reproduire des éléments particuliers et le président de section doit effectivement clôturer. Donc on débat ensemble à l'audience oralement et après il doit prendre sa décision. Il s'avère qu'ici, comme l'annonce d'Édouard Philippe est intervenue le lendemain, le président de section a décidé de ne pas clôturer l'instruction et de laisser le temps au gouvernement finalement de revenir sur une position qui pourrait être la sienne en fonction des annonces d'Édouard Philippe. Alors ça n'a pas été dit comme ça, mais c'était évident en tout cas dans le calendrier. En audience, on n'a jamais su ces couleurs orange, rouge, etc. En fait, on l'a su comme vous et moi en regardant ce que disait Édouard Philippe le lendemain en allocution télévisée, et on a dû donc refaire ce qu'on appelle une note en délibéré pour contrecarrer les arguments qui n'avaient pas été présentés pendant l'audience. Donc là, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si nous avions à apporter d'autres éléments pendant l'audience, je doute que le président de section nous ait rallongé l'instruction, côté requérant. C'est juste un élément qui fait qu'on a aussi des problématiques dans la gestion des dossiers qui posent de grosses questions. Alors maintenant, quel est le rôle du Conseil d'État dans tout ça? Le rôle du Conseil d'État est d'être un garant, effectivement, de juger. Après, il peut bien juger, mal juger. Qui défend le mieux les libertés? Certainement pas le Conseil d'État aujourd'hui. Qui peut le mieux être à même à le défendre? Je pense qu'avant que ce soit une enceinte judiciaire, c'est aussi chacun d'entre nous. Et il ne faut pas jeter la bière non plus complètement aux juridictions administratives, au sens que nous sommes tous responsables d'une absence de prise de conscience qu'on doit défendre sa propre liberté. Je ne sais pas comment vous dire, je le dis assez souvent, mais on défend beaucoup dans notre société la liberté des autres. Donc je vais défendre la petite communauté, je vais défendre les animaux en péril sur la banquise, etc. Mais on n'a jamais été capable de se défendre soi-même, puisque c'est très rare et ça fait longtemps, on est une génération
où on n'a pas connu de se défendre pour sa propre liberté intrinsèque et individuelle. Et donc on est perdu. Donc il y a aussi, certes, moi, ma mission en tant qu'auxiliaire de justice, c'est de porter ces causes devant des juridictions, mais il y a aussi toute une évolution de la société autour dont il faut tenir compte et qui peut empêcher d'avoir de bonnes décisions. C'est ça aussi, c'est-à-dire que le procès, c'est comme un procès pénal, aujourd'hui ne se fait plus que dans l'enceinte du tribunal ou de l'audience. Il se fait aussi par toute une situation médiatique, une situation sociologique, sociétale, qui influence forcément les parties en présence. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et qu'on sent aussi dans des juridictions qui sont des juridictions administratives qui jugent aujourd'hui les problématiques les plus importantes de la vie des Français. Mais sans que véritablement ce soit médiatisé. Mais par contre, tout le contexte autour l'est. Donc, c'est aussi défendre sa propre liberté, c'est aussi le faire à titre individuel et avoir conscience de ce qui se passe, ce qui n'est pas évident. En fait, on voit à l'occasion de cette crise sanitaire que les pouvoirs publics ont privilégié un régime inédit et exceptionnel qui, du coup, tendait vers la restriction des libertés et la coercition, plutôt que sur la responsabilité individuelle, finalement, en matière de santé publique. Quels sont les enjeux de société pour vous derrière ce choix fait par le gouvernement? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a basculé vers un système de plus en plus hygiéniste aussi, où finalement l'État est en train de renforcer son emprise sur le corps et sur la vie des citoyens, un peu une forme d'avènement du biopouvoir, en fait, tel qu'il a pu être décrit par des philosophes comme Michel Foucault ou Agamben? Non, moi, sur ce qu'a pu développer effectivement ces philosophes-là, j'en suis tout à fait... on en a conscience, le biopouvoir est là, mais il est là depuis très longtemps. Je pense que pour moi, on n'est pas sur la construction du droit de la santé publique, par exemple. Enfin, on a 40 ans de construction. C'est-à-dire que, je vais vous donner une petite anecdote. Quand il y a eu, au tout début, l'obligation de porter le masque, le casque en moto, vous voyez, c'est pas un lapsus révélateur, mais il y a eu des affaires, c'est-à-dire qu'au début, le casque n'était pas obligatoire en moto. Et il y a un homme qui est venu intenter un procès en disant « Moi, je ne veux pas porter le casque en moto, je veux pouvoir... filer droit devant avec mes cheveux au vent et puis sentir l'air frais sur mon visage. Pourquoi vouloir en fait me protéger contre moi-même voilà, moi je souhaite avoir cette autodétermination. Donc ça c'était dans les années 80. Donc aujourd'hui la problématique de l'autodéterminisme s'est effacée petit à petit depuis 40 ans de droit de la santé publique, donc du port du casque au port de la ceinture, et petit à petit, il faut voir, enfin si vous ouvrez un code de la santé publique, les interdictions sont démultipliées, les autorisations, les problématiques que vous avez par exemple, droit de la propriété, il faut tout un tas des amiantes, dépistage etc. Vous voyez bien que tout ce milieu-là, en fait, on l'avait pas forcément... On n'en y avait pas fait attention parce qu'en fait, c'est chaque acte de la société, ou en tout cas chaque acte que vous aviez dans votre vie, suppose des contraintes sanitaires à un moment donné. Sauf que vous ne le voyez pas puisque c'est un acte unique. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, toute la vie était régie par une mesure d'exception qui, pour le coup, est sanitaire. Donc, d'un point de vue juridique, c'est un cataclysme total. C'est-à-dire que moi, ce dont on se rend compte, c'est que le principe, c'est plus le choix ou l'autodéterminisme. Le principe, c'est on interdit. Et l'exception, puisque en droit, on fait toujours principe, exception, 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 etc. Et l'exception, c'est la liberté. Mais la liberté conditionnée. Et ça, ce paroxysme-là, on l'a atteint. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute liberté un peu grignotée, on ne la retrouve jamais véritablement complètement. Je ne sais plus qui avait dit ça, c'est pas de moi, mais en tout cas, d'un point de vue juridique, c'est vrai. Donc, on est dans une situation où effectivement, il y a une bascule totale, sur lequel il y a, on va dire, il y a 6 mois, je pensais qu'on pouvait se ressaisir un peu juridiquement sur des décisions qui ont été prises, et les décisions des derniers jours fait que finalement je reprends un peu mon jugement et je me dis j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. En tout cas d'un point de vue juridique, on ne retrouvera pour l'instant pas la liberté,
D'autant que sur ces systèmes d'exception, je vous rappelle qu'il est quand même prévu qu'elles soient inscrites de manière pérenne, puisqu'il y a un projet de loi qui avait été mis en avant par le gouvernement au mois de décembre, qui a été finalement botté en touche parce que pris d'entre les fêtes, etc. Donc il fallait surtout pas. Donc Véran était intervenu le 6 janvier 2021 en disant non, non, on ne touchera pas. Sauf que quand vous écoutez bien dans l'hémicycle, les porte-paroles du gouvernement nous disent que ça reviendra sur le tapis, bien évidemment, avant la fin de l'année. Sans parler de politique, puisque je ne sais pas ce que fera au niveau des présidentielles. Donc si c'est très proche des présidentielles, peut-être que ça ne se passera pas, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, ce texte est saisissant. Il est saisissant et il faut le lire. Parce que vous avez déjà un avis du Conseil d'État. Alors ce qui est aussi fabuleux sur l'approche de ce système-là, c'est que le Conseil d'État prévalide déjà les projets de loi sur ceux qui sont importants, et notamment dans un avis du 22 septembre, il est expliqué, noir sur blanc, que ce qu'on vit aujourd'hui en état d'exception va pouvoir effectivement être utilisé pour d'autres éléments que des problématiques de crise sanitaire. Alors là, vous dites, qu'est-ce que ça peut être? À part la crise sanitaire déjà qu'on vit, eh bien, on a tout un tas des crises problématiques de tremblement de terre. Alors on se dit, bon, en France, tremblement de terre, pourquoi pas, mais bon, compliqué. Et il y a une définition un peu, genre, vous voyez, la définition couteau suisse, ou la définition je vais tout dire et rien dire. Et à un moment donné, donc on a, de toute façon, pas nécessaire de donner une définition très précise de la catastrophe qui met en péril la population française, que ça permettra, écrit noir sur blanc, au pouvoir public d'avoir une latitude, une marge de manœuvre et une latitude pour pouvoir ordonner des mesures de police administrative. Quand vous lisez ça, nous sommes le 22 septembre 2020, je pense que tout est dit. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes dans un système où nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous sommes un peu perdus. Parce qu'on a aussi une culture juridique, on a appris la philosophie du droit depuis les bancs de l'université, avec une conception de la justice et du droit bien différente de celle-là. Après, dans le droit administratif, la police administrative, elle est dans tous les pores de toutes les autres matières. Donc ça ne m'étonne pas, mais l'accélération a été fulgurante. Et je pense qu'effectivement, on n'aura pas de retour en arrière. Donc voilà, je ne veux pas forcément parler de biopouvoir parce que ce n'est pas mon domaine, mais d'un point de vue juridique, on est aujourd'hui en apesanteur par rapport au concept qu'on a pu connaître depuis des années. Du coup, là, on a eu le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui a été débattu à la fois à l'Assemblée puis au Sénat et qui doit encore faire l'objet d'une navette. Donc les sénateurs ont apporté plusieurs aménagements au texte initial qui étaient assez flous, notamment sur la question du pass sanitaire. Donc ce régime transitoire qui va durer du 2 juin au 30 septembre. Alors, bon, d'après ce que vous venez de dire, on comprend que le mot transitoire, finalement, est un peu vidé de son sens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah oui, enfin, vous l'avez très bien dit. On disait déjà ça au mois de juillet 2020. Quand il y a eu en juillet 2020, il faut toujours revenir un petit peu en arrière, ce qui est compliqué dans cette prolifération de textes. En juillet 2020, on avait déjà un régime d'état de sortie d'urgence sanitaire. C'est le moment où tout le monde est reparti en été, etc. Et on nous a imposé le masque qu'en août. Mais ça, c'est compliqué de se souvenir de ça. Donc c'est exactement le même régime, un peu adapté. Et ça ne veut pas dire qu'au 30 septembre prochain, on reviendra à un état juridique équivalent à celui d'avant la crise sanitaire. Rien ne préjuge d'une totale sortie juridique de cet état d'exception. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien, à la fin, juste avant, reprendre, effectivement, être débattu au Parlement, la prolongation de ce texte, ou une nouvelle loi d'état d'urgence. Donc on n'a aucune idée, ou alors même un vote d'un texte dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de pérenniser à l'intérieur du Code de la santé publique en fait tous les effets de l'état d'urgence et le faire voter au milieu de l'été et finalement nous permettre d'utiliser des pouvoirs de police administrative après le 30 septembre qui aura finalement un effet équivalent à cette loi. Donc vous voyez bien que ça n'est pas très rassurant d'un point de vue juridique. Est-ce qu'on peut s'en sortir par le droit ?
Oui, s'il y avait un véritable débat. Oui, si aujourd'hui, on avait une prise de conscience, soit par le pouvoir judiciaire, donc qui voudrait vraiment se saisir du sujet et se poser la question de la balance santé-liberté véritable, avec des vrais experts, avec un vrai débat juridico-scientifique qui n'a jamais été finalement, qui a toujours été évité par les juridictions. Soit on ne l'a pas et on est toujours dans le risque zéro. Et on continue à vouloir maintenir une police administrative, et c'est quelque chose qui est à craindre. Et vous le voyez d'ailleurs dans l'évolution des critères soit du Haut Conseil de la santé publique, soit du Conseil scientifique. Au départ, on était sur de la morbidité, ou de la comorbidité, ou de la mortalité. Maintenant, on est sur les décisions du Conseil d'État, notamment, on est sur de taux de transmissibilité. Donc c'est plus la mort que l'on craint juridiquement pour atteindre une liberté, c'est la transmission d'un virus que l'on craint et qui permet de justifier une liberté. Et ça a glissé tout au long de l'année. Et c'est effrayant d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une notion on est capable d'atteindre les libertés des individus pour, en face, un risque zéro total de non-transmission d'un virus. Donc imaginez sur d'autres éléments de catastrophe ou d'événements nouveaux qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, puisqu'ils sont nouveaux, ce qu'on pourrait mettre derrière tout ça. Donc aujourd'hui, pour moi, juridiquement, on a atteint le Graal de l'interdiction pour finalement ne pas l'interdiction, même plus pour éviter la mort. Donc le degré, en fait, de l'atteinte à la liberté devient extrêmement léger. Donc, quel est après ce débat sociétal qu'on pourrait avoir? C'est jusqu'où on veut être protégé et jusqu'où on est capable de limiter nos libertés. Ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'avocats, on est obligé de vivre puisqu'on vit avec la société. Nous, on défend la société. Donc, comment on va pouvoir défendre cette liberté? Eh ben, on la défendra de la manière dont les gens verront cette liberté. Même si on est un rempart, puisque je vais utiliser une phrase assez rigolote, moi je suis porteuse asymptomatique du virus de la défense des libertés, on va dire ça. Et donc c'est en nous, c'est notre ADN. Pour autant, on ne défend pas de manière ubuesque, on défend pragmatiquement. Et la défense d'une liberté où le métier d'avocat aujourd'hui en 2021 n'était pas celui en 1950. Donc il faut qu'on évolue avec ce temps et cette notion de liberté, elle appartient aux hommes. Là, vous avez le sentiment finalement que la sécurité, les gens ont peut-être tendance à privilégier, enfin une partie de la population, la sécurité à la liberté. C'est une tendance qu'on voit se dessiner? Oui, parce qu'on est dans un monde binaire, clivant. Tout est noir ou tout est blanc, mais rien n'est gris aujourd'hui. Et la nuance du droit, on a l'impression qu'il est binaire aussi, le droit. Mais le droit n'est pas du tout binaire, en fait. Il est plein de subtilités. La jurisprudence est foisonnante, elle l'a toujours été. Elle a reconstruit, déconstruit. Moi, j'appelle ça, souvent, je pétris une pâte comme je pétris le pain comme je pétris le droit quand je fais de la défense. Ce qui semble bizarre, effectivement, ou qui est la tendance, c'est il y a tellement de violence aujourd'hui dans les mots, il y a tellement de violence dans les comportements. Donc on arrive finalement à forcément toujours un comportement binaire. Donc c'est soit j'ai la sécurité, soit j'ai la liberté. Sauf qu'en fait, on a oublié plein de choses. On a oublié que l'autodétermination était finalement la vraie question à ce qu'il fallait se poser. Est-ce que je veux finalement m'autodéterminer dans ma vie? Est-ce que je le peux? Est-ce que la société me permet de le faire? Et est-ce que finalement, c'est pas tout simplement plus autre chose et plus grand qu'une problématique de liberté aujourd'hui? C'est la liberté dans tout. On le voit dans la liberté d'expression, dans la liberté de penser. Aujourd'hui, vous avez vu, moi, ce qui m'a choquée aussi, c'est cette notion qui a d'ailleurs été mise en avant pour la première fois par Olivier Véran dans un tout début de la crise sur la notion de complotisme. C'est lui qui a dit pour la première fois ce mot dans un débat télévisé sur CNews ou BFM, je ne sais plus. Et j'ai été extrêmement choquée de ça. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'avocats, on défend des causes. Je suis toujours en contradiction ou en contre-argumentaire de ma partie adverse. Donc, notre métier est par essence même la contradiction.
Et ce que j'en ai ressenti, c'est que aujourd'hui, on est dans une crise où on ne peut pas penser différemment. Il ne faut pas penser différemment du courant. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un caractère binaire santé-sécurité. Mais si en fait on permettait aux gens de s'approprier leur propre pensée de cette crise sanitaire, et si ce mot n'avait pas été lancé, je ne pourrais pas dire par inadvertance parce que je n'y crois pas, on n'en serait peut-être pas là et ça serait peut-être moins dur. Donc oui, aujourd'hui, ce qu'on constate, mais je peux le constater que dans un cercle restreint qui m'appartient, c'est que la sécurité, elle est importante, mais on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. On ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Tout comme la liberté, est-ce qu'on a vraiment envie d'une liberté pleine et entière ou est-ce qu'on veut une liberté maîtrisée? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Certains vont vous dire oui, farouchement. D'autres vont vous dire oui, mais ça se justifie. Donc, ça sera un débat purement... c'est la philosophie de ce qu'on va donner, voilà, de nos émotions, de nos façons de voir la vie demain, qui emportera des décisions judiciaires ou juridiques plus ou moins bancales, et en tout cas qui pourront effectivement soit dresser les cheveux sur la tête des gens qui ont une conception de la liberté comme avant, si je puis dire, et puis une liberté maîtrisée qui finalement, bon, somme toute, ça ne me gêne pas, donc on peut restreindre. Ça ne me concerne pas. Donc, on entend souvent ça. Ça ne me concerne pas vraiment. Une forme de passivité, oui, finalement Oui, de résignation. une forme de passivité, et c'est quelque chose qui est important. On parlait de ce mot complotisme, mais comme ce mot résilience, qu'on a beaucoup entendu parler aussi dans la bouche du chef de l'État. C'est incroyable, c'est inconcevable la résilience pour un avocat. Un avocat, ça défend ses résistants. Et la résilience, oui, dans certains pans de la vie de chacun, oui, il faut de la résilience, mais pas dans ce genre de crise. Et surtout pas dans des combats juridiques pareils. C'est-à-dire, s'il y a de la résilience, c'est-à-dire que où est le courage, où est l'aventure, où est le risque? Mais effectivement, le risque, on n'en veut plus. Mais de quel risque on parle? Ça, c'est aussi une vraie question. De quel risque on parle? Et je vais terminer là-dessus, c'est que le risque, au final, est-ce qu'on s'est posé vraiment les bonnes questions pendant la crise sanitaire? Est-ce que le risque du Covid-19 a véritablement été... On a vraiment fait le tour de la question. Est-ce qu'on a bien compté, est-ce qu'on a bien compris les référentiels qui ont été pris par les différents organismes internationaux ou nationaux scientifiques? Il y a beaucoup de débats là-dessus et il y en aura demain. Il y a des sujets, c'est pas tout à fait, on va dire, uniforme comme réponse. Donc je pense qu'on sait même plus ce que c'est que le risque aujourd'hui. Et si on posait la question à chacun, est-ce que vous êtes d'accord, quelle partie de votre liberté vous souhaiteriez, pour quel risque vous vouliez ne pas supporter? Je pense que personne ne serait véritablement capable de répondre. Et alors, comment vous voyez aussi peut-être la manière dont la France se positionne par rapport aux autres pays européens ou aux pays de l'Union européenne par rapport aux mesures sanitaires qui ont été prises depuis le début de l'épidémie? Est-ce qu'elle fait partie des pays qui ont pris les mesures les plus drastiques pour les libertés individuelles notamment ou pas? Le phénomène, alors on va s'arrêter sur l'Europe et puis on va peut-être regarder aussi d'un point de vue international. Nous, alors je fais partie d'un groupement européen où beaucoup d'avocats sont de différents pays de l'Union. Et puis nous sommes en contact avec un certain nombre d'avocats à l'international. Donc Amérique du Sud, alors très peu dans certains pays. Bon, la Russie c'est compliqué, l'Asie aussi c'est compliqué, mais on a quand même une dimension un peu plus générale qu'on pouvait l'avoir il y a un an. Et ce qui nous a quand même frappé, en comparant et en analysant toutes les mesures restrictives de liberté qui ont été prises, c'est une espèce d'homogénéité des mesures prises qui est assez étonnante pour un homme de loi, parce que pour nous, en fait, l'interdiction doit se justifier par rapport à une situation précise. Donc ça nous amène à se poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais c'est de se dire comment autant de pays, que ce soit au sein de l'Union, il y a des pays au sein de l'Union qui n'ont pas pris les mesures de la France, donc ça on va en revenir en détail, mais comment autant de pays ont pu
enfreindre autant la liberté d'aller et venir, enfreindre autant, mettre en place des couvre-feux, mettre en place le port du masque, mettre en place des fermetures administratives, etc. Dans une espèce d'uniformité. Et là, la France n'a pas été innovante. Et d'ailleurs, dans les différents échanges qu'on a pu avoir avec le gouvernement dans le cadre des recours, ils nous ont bien dit qu'ils faisaient pareil que soit l'Espagne, soit l'Italie. Enfin, c'était très, très, très clair. L'idée, c'est on fait comme le voisin. Mais pourquoi on fait comme le voisin? C'est ça la question. C'est la question de tout un chacun. Pourquoi on fait comme le voisin? Est-ce que si le voisin saute par la fenêtre, on saute par la fenêtre? Bon, non, pas forcément. Donc cette réponse, elle ne satisfait pas d'un point de vue juridique. Donc le constat, c'est que la France a fait un peu pareil que tout le monde. Après, mais c'est parce que je suis une avocate française, mais elle ne veut pas déjuger aujourd'hui, pour l'instant, sa politique initiale, sachant que dans d'autres pays de l'Union européenne, il y a déjà des jugements ou des arrêts, des décisions qui font tomber des positions qui ont été prises antérieurement très dures pour les libertés. L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, par exemple. D'autres pays, il y a l'Italie aussi, il y a eu des bonnes décisions, en Autriche aussi. Donc il y a il y a quand même un soubresaut juridique dans d'autres pays de l'Union européenne qui pour nous étaient des indices, on va dire, positifs d'une prise de conscience juridique qu'il n'y a toujours pas aujourd'hui en France. Qu'il n'y a toujours pas aujourd'hui en France. Alors on est dans un contexte particulier, on est dans un contexte où on est dans la campagne présidentielle qui arrive. Et on le sait, enfin nous c'est ce qu'on a senti, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déjuger la parole du gouvernement, c'est très important, il faut qu'il y ait une espèce de ligne de conduite, la ligne elle est très très claire, elle est forte, elle est dure. Et quand on a aujourd'hui une crise qui est plus une crise politique qu'autre chose, vous vous retrouvez finalement à ne pas pouvoir faire grand-chose, quoi. D'un point de vue international, on a les mêmes problématiques. Il y a des pays qui sont très gravement touchés, mais en même temps, vous allez me dire, bon, bah voilà, aux États-Unis, on se retrouve avec des gens qui font la fête aujourd'hui, en Israël aussi. Alors, on évoque des problématiques de vaccination, plus de vaccination ou moins de vaccination, enfin, peu importe. On a envie toujours de justifier, en fait, mais il n'y a pas véritablement aujourd'hui une vraie analyse, il y en aura peut-être une demain. Je crois qu'il y a une commission parlementaire qui est en train de faire une étude comparative des différentes mesures restrictives de liberté qui ont été prises. Mais la problématique, c'est l'autre pendant, c'est l'indemnisation économique de tout ça. C'est tout l'aspect économique et financier de cette crise. Et là, il y a des vraies différences. Il y a des différences en termes de compensation des fermetures administratives qui peuvent aller du simple au double, voilà, avec une France qui dit qu'on a beaucoup donné, mais d'autres pays ont donné différemment et de manière un petit peu plus objective ou de plus personnalisée. Donc il y a un vrai sujet sur l'aspect économique qui se ressentira plus tard, qui sera l'objet peut-être ou pas d'actions d'indemnitaires de la part du monde économique, surtout pour ce qu'on appelle toutes les PME, les indépendants, qui ont vécu la crise de manière extrêmement violente, violemment, et qui le vivent toujours autant violemment. Donc ils pourraient se retourner contre l'État, en fait. Oui, bien évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que, de manière très pragmatique, une fermeture administrative telle que, allez, on va prendre les discothèques, puisque c'est mon dernier sujet du moment sur cette crise sanitaire. Ils sont fermés depuis le 14 mars. Ils n'ont pas de perspective de réouverture. Donc ils sont atteints dans leur droit de propriété. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a dit la semaine dernière, il a écrit, c'est voilà. Donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Ils sont atteints sur la liberté d'entreprendre. Quand on est atteint dans un droit de propriété, vous avez une maison. L'État veut faire passer un chemin de fer sur votre maison. Donc il veut vous exproprier. D'accord? Donc, qui dit expropriation dit en face une compensation. Qui dit compensation, il y a un grand principe en droit qui dit je fais une juste et préalable indemnisation pour pouvoir vous donner une indemnité d'expropriation. Je reprends mes discothèques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les établissements de nuit ont une juste et préalable indemnisation de l'impossibilité d'user de leurs biens, de le vendre, puisqu'aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Patrimonialement, ça ne vaut plus rien une boîte de nuit aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de perspective de réouverture. Ni d'en user, puisqu'ils n'ont pas le droit de les exploiter.
Alors, on peut très factuellement dire, bah non, écoutez, au début c'était 1 500 € par mois, puis c'est passé à 10 000, puis à 20% du chiffre d'affaires, n'importe quelle boîte de nuit, etc. Donc on voit bien que c'était pas juste et préalable dès le départ. Donc il y a bien une problématique de compensation économique. Donc voilà un petit peu une situation qui est d'une vraie disparité d'un point de vue international. Alors il y a des pays qui n'aident rien du tout, hein. Israël, ça a été très compliqué apparemment. Mais qui ne peuvent pas juste uniquement se concentrer sur ce qu'on appelle les libertés individuelles. Donc il y a une disparité dans tous les pays, mais la seule chose qui est effectivement assez uniforme, c'est les restrictions aux libertés, liberté d'aller et venir, intégrité, et qui ne sont pas finies, puisqu'on est là aujourd'hui à préparer les futurs déplacements des gens avec le passeport sanitaire, etc. Et qu'on voit bien qu'il y a aussi des disparités, puisque certains pays acceptent le PCR, d'autres non, d'autres fois ils veulent vacciner. Enfin, j'écoutais l'autre jour une émission de télé où chacun se posait la question, bah, moi si je vais en Belgique, moi si je vais en Israël, moi si je vais... Toutes les règles sont pas identiques. Il n'y aura pas d'uniformité. Là, pour le coup, c'est la souveraineté nationale qui s'applique à chaque pays. Finalement, bon, Schengen, compliqué de sauver les soldats Schengen dans cette crise-là. Et on se rend compte que il va y avoir une rematrice, en tout cas du droit, qui nous plaît pas, nous, en tant qu'avocats, qui ne peut pas plaire aux citoyens non plus. Après... est-ce que on est dans une situation compliquée parce que c'est une crise internationale avec un droit national. Donc chaque droit essaye effectivement de se mouler dans une problématique ou d'une crise internationale. Et en tout cas, la convergence, c'est que ce qu'il faut retenir aussi de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui se battent, qui ont des causes incroyables et qui essayent justement de résister à cette espèce de tsunami juridique qui atteint tout le monde entier. En tout cas dans les pays occidentaux, hein, parce que je parle beaucoup des pays orientaux, on n'en parle pas beaucoup. On va dire tout l'hémisphère nord, il y a une véritable problématique de démocratie. Merci beaucoup, Maître Sand. Merci à vous en tout cas. À bientôt, j'espère. À bientôt.